l'IRT à cette soutenance de thèse intitulée « Études du vieillissement et modélisation des piles à combustible en membrane échangeuse de protons haute température », donc thèse qui a été dirigée par Christophe Turpin et Amin Jaffa. Nous allons commencer par le contexte très général en se concentrant brièvement sur le réchauffement climatique qui, on le sait aujourd'hui avec une grande certitude, va avoir des conséquences extrêmement dramatiques sur la planète et sur l'espèce humaine. Et aujourd'hui, il y a consensus scientifique autour du fait que ce réchauffement climatique est d'origine anthropique, notamment via les émissions de gaz à effet de serre telles que la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane ou les oxydes d'azote. Et le CO2 représenterait à lui tout seul plus de 70% des effets de ces gaz à effet de serre. C'est pourquoi aujourd'hui, la lutte contre le réchauffement climatique se résume souvent à la réduction des gaz à effet de serre et parfois simplement de CO2. Cependant, il ne faut tout de même pas oublier qu'il y a d'autres impacts anthropiques, comme par exemple la pollution de l'eau, des sols, de l'air, l'épuisement des ressources, la diminution de la biodiversité. Donc, il est important de prendre en compte tous ces impacts lorsqu'on développe des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Bien que cela ne fasse pas consensus, il y a tout de même beaucoup de gens qui pensent que l'on va avoir recours à de nouvelles technologies, ou du moins des technologies relativement récentes, pour lutter contre le réchauffement climatique. Et parmi ces personnes, il y en a qui travaillent sur l'hydrogène en tant que vecteur énergétique et qui pensent que l'hydrogène pourrait avoir beaucoup d'intérêt pour lutter contre le réchauffement climatique, car il permettrait de stocker la surproduction des sources d'énergie dites renouvelables qui seraient intermittentes. Puisque si elles sont intermittentes, ça veut dire qu'on a du mal à prédire leur niveau de production en instant T, et donc on peut se retrouver dans un cas de figure où l'on produit davantage que ce que l'on consomme, et donc on pourrait stocker cette surproduction d'énergie sous forme d'hydrogène, et ensuite, plus tard dans la journée, plus tard dans la semaine ou plus tard dans l'année, on pourrait restituer cette énergie sous forme d'électricité au travers d'une pile à combustible, dont on va décrire le principe de fonctionnement juste après. Et c'est pourquoi certains pensent qu'il y aurait une sorte de destin lié entre le développement de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique et le développement des énergies dites renouvelables, le tout bien sûr pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, si ceci s'avère pertinent au sens du développement durable, eh bien, la pile à combustible présente donc un intérêt majeur puisque c'est un convertisseur d'énergie qui convertit l'hydrogène et l'oxygène en eau, en électricité et en chaleur, donc sans émission de CO2. Nous allons présenter ici le principe de fonctionnement de la pile à combustible à membrane échangeuse de protons, donc PACMEP en français, ou PM Fuel Cell en anglais. Donc, la réaction globale qui se produit au sein du composant, c'est celle-ci, H2 plus un demi d'O2 donne H2O plus électricité plus chaleur. Et nous allons décrire ici le principe de fonctionnement sur une cellule de pile à combustible. Donc, c'est la pile à combustible la plus élémentaire qui soit, dont on représente une vue en coupe ici, donc qui est composée à minima de 2 plaques d'écoulement des gaz dans lesquelles on va faire circuler les gaz réactifs, de 2 électrodes, anode, cathode, et d'un électrolyte qui est un conducteur protonique et idéalement un isolant électrique que l'on appelle membrane ici parce que c'est un polymère. Pour faire fonctionner la pile à combustible, on va injecter de l'hydrogène à l'anode qui va diffuser à travers les électrodes et au contact d'un catalyseur, il va se dissocier en 2 électrons et 2 protons selon cette demi-équation redox. Les protons vont pouvoir traverser la membrane car c'est un conducteur protonique. Les électrons, eux, vont devoir passer par un circuit électrique extérieur pour gagner la cathode où ils vont rencontrer les protons qui ont traversé et l'oxygène que l'on injecte à la cathode. Et ceci va produire de l'eau selon cette demi-équation redox. Donc, la réaction globale s'est bien produite, mais sans jamais que les gaz ne se rencontrent. Et ça a été possible notamment par la présence de la membrane. Et ça nous a permis en fait de capter l'échange d'électrons qui se fait entre la molécule d'oxygène et la molécule d'hydrogène lorsqu'ils forment la molécule d'eau. Donc, on vient collecter un courant électrique continu. Et la réaction produit également de la chaleur, car le rendement électrique n'est pas de 100%, il est de l'ordre de 50% en pratique. Et la tension typique d'une cellule de pile à combustible est aux alentours des 0,6 volts. Et la technologie de membrane échangeuse de protons la plus mature aujourd'hui fonctionne aux alentours des 80 degrés. On la qualifiera de basse température, puisqu'ensuite on va se concentrer sur une technologie qui fonctionne à plus haute température. Et cette technologie, donc dite basse température, a déjà gagné le secteur industriel, notamment via l'automobile. Donc voilà à quoi peut ressembler un boîtier de test d'une cellule de pile à combustible. C'est ce qu'on appelle une monocellule, donc qui permet d'alimenter en gaz et de collecter le courant électrique d'une seule cellule. Et ici, on a représenté un empilement multicellule, ou stack en anglais, dans lequel il y a plusieurs dizaines de cellules ici qui sont connectées en série électriquement afin d'augmenter la puissance du composant. Et cette fois, les plaques d'écoulement des gaz sont dites bipolaires, puisque d'un côté, elles vont faire circuler de l'oxygène et de l'autre côté, de l'hydrogène pour la cellule adjacente. Donc, je viens de préciser que la pile à combustible donc basse température, à membrane échangeuse de protons basse température était relativement mature, qu'elle avait déjà gagné le secteur industriel. Donc, pourquoi vouloir augmenter sa température?
Eh bien, parce qu'on pense pouvoir augmenter les performances, car on sait que l'augmentation de température accélère les réactions chimiques. On espère avoir une gestion de l'eau simplifiée si l'eau se retrouve à l'état vapeur dans les conditions normales de fonctionnement. On espère augmenter la tolérance aux impuretés, puisqu'on sait que le catalyseur sera moins gêné par les impuretés à plus haute température. Et on espère réduire la taille du système de refroidissement ainsi qu'avoir une meilleure valorisation de la chaleur puisqu'on augmente l'écart de température entre la source chaude, qui est la pile à combustible, et la source froide, qui serait la température ambiante. Cependant, le polymère qui est utilisé actuellement comme électrolyte en PACMEP-BT, donc le Nafion, nécessite la présence d'eau liquide pour avoir une conductivité ionique suffisante et se dégrade au-delà de 100 degrés. Donc, pour augmenter la température de la technologie, on envisage plutôt de remplacer la membrane. Et pour l'instant, le candidat le plus prometteur, c'est le polybenzimidazole dopé à l'acide phosphorique, donc PBI H3PO4, dont la représentation topologique est donnée ici. Donc, on voit qu'il a une structure relativement cyclique, ce qui lui confère une certaine stabilité, notamment une certaine résistance à la température pour un polymère. Et lorsqu'il est utilisé dans une pile à combustible, il permet d'obtenir une technologie qui fonctionne aux alentours des 160 degrés, donc plus globalement entre 120 et 180 degrés. Et les avantages donc avérés de cette technologie dans la littérature sont une meilleure tolérance aux impuretés, comme on s'y attendait, une simplicité d'utilisation, puisqu'on peut utiliser des gaz secs, donc ça c'est une propriété du PBI qui ne nécessite pas d'être humidifié pour conduire les protons suffisamment. On peut fonctionner à pression atmosphérique et le potentiel est relativement stable dû à l'absence d'eau liquide. Et bien sûr, le refroidissement et la cogénération sont facilités comme on s'y attendait. Au niveau des inconvénients qui sont avérés dans la littérature, nous avons des performances qui sont 2 fois plus faibles que les performances basse température. Nous reviendrons sur cet aspect en toute fin de cette présentation. Ensuite, donc, nous avons un temps de montée en température qui est non négligeable et qui peut être rédhibitoire pour certaines applications et qui nécessite la présence d'une source d'énergie secondaire pour chauffer la pile. Ensuite, nous avons des pertes d'acide en fonctionnement normal qui est corrosif, donc c'est à prendre en compte dans tous les équipements que l'on va mettre à l'échappement de la pile à combustible. Ensuite, on a une durée de vie des plaques bipolaires métalliques qui est très réduite. Or, les plaques bipolaires métalliques permettent tout de même d'obtenir une certaine compacité et une masse intéressante de la pile. Donc, cela pose problème si on ne peut pas s'en servir en l'état. Nous reviendrons également sur cet aspect à la fin. Et la technologie est également annoncée moins mature dans la littérature parce qu'elle est relativement récente par rapport à la technologie basse température. Cependant, pour nuancer ce propos, on notera qu'en monocellule, des durées de vie de 40 000 heures ont déjà été atteintes, ce qui est tout à fait comparable avec la basse température. Cependant, c'est vraiment au niveau empilement multicellule que la durée de vie est drastiquement réduite. Nous allons maintenant nous concentrer sur le contexte de la thèse, qui était en collaboration étroite avec le secteur de l'aéronautique, qui lui aussi cherche à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, et notamment via l'utilisation de piles à combustible, donc pour des applications comme la propulsion principale des avions ou d'autres services en vol, comme par exemple l'alimentation des commandes de vol ou encore du chauffage des plats. Cependant, le milieu aéronautique est relativement contraint puisqu'on a de fortes variations de température, de pression, des vibrations mécaniques, voire même une certaine pollution de l'air ambiant. Et en plus de ça, un niveau de sécurité exigé qui est important, avec des contraintes de masse et de volume importantes également. Donc dans ce contexte, pour utiliser une pile à combustible dans un avion, il va falloir être capable de prévenir, de surveiller et de diagnostiquer donc, tout problème qui pourrait survenir sur le système pile à combustible si on veut pouvoir l'intégrer dans un aéronef. Et c'est dans ce contexte que le projet Fuchsia a vu le jour, qui a été piloté par l'Institut de recherche technologique Antoine de Saint-Exupéry à Toulouse et le laboratoire Laplace, placement et conversion d'énergie, en partenariat avec 2 industriels, Safran et Airbus. Le projet se consacrait à deux éléments majeurs, l'étude des phénomènes de vieillissement et des méthodes de diagnostic, le tout dans un environnement aéronautique. Et cette thèse se situe dans le premier volet sur le vieillissement. Et comme elle était en partenariat très étroit avec Safran, elle s'est dédiée uniquement à la technologie BACMEP haute température, qui était la technologie principalement étudiée par Safran à l'époque. L'objectif principal de cette thèse était un objectif à la fois très humble et à la fois très ambitieux, puisqu'il s'agissait de découvrir la technologie autant à l'état 5 en vieillissement, puisque nous ne l'avions jamais utilisée au laboratoire, et que nous avons constaté dans la littérature de grosses lacunes sur ces 2 aspects par rapport à la technologie basse température. Nous avons effectué quelques caractérisations en différentes conditions opératoires, nous avons travaillé sur la modélisation et également sur le vieillissement. Et durant cette présentation, nous allons nous concentrer sur les 2 derniers aspects, modélisation et vieillissement. Et nous allons commencer tout de suite par l'aspect modélisation. Donc, il s'agit d'un modèle quasi statique de la tension, donc pas dynamique, quasi statique, indépendant du temps, en fonction des conditions opératoires et à l'état 5, c'est-à-dire qu'on suppose que la pile à combustible ne s'est pas dégradée. Alors, les objectifs donc, de cette modélisation
était notamment de voir si on pouvait transposer directement la modélisation qui avait été développée en basse température sur la haute température, ce qui n'était pas évident d'après la littérature. Ensuite, nous souhaitions développer une méthode d'identification multicourbe qui va être présentée aujourd'hui. Nous souhaitons augmenter la dépendance du modèle aux conditions opératoires, notamment la température et sur stoichiométrie d'air. Nous allons voir ça également aujourd'hui. Et tester la prédictivité de notre modèle et notamment la possibilité de réduire le domaine d'apprentissage du modèle. Nous allons traiter cela également aujourd'hui. Et concernant le domaine d'apprentissage, il a été constitué donc de 27 conditions opératoires qui ont été testées dans le cadre d'une étude de sensibilité qui est résumée dans le tableau suivant, où on a fait varier la surstoichiométrie d'hydrogène et d'air et de température sur 3 niveaux, ce qui nous a donné un total de 27 combinaisons de conditions opératoires testées. Et pour chacune de ces combinaisons, nous avons effectué une courbe de polarisation qui incluait des spectroscopies d'impédance électrochimique. Donc, ces essais ont été réalisés donc, par moi et ils ont pris plus d'1 an puisqu'on a fait cette étude de sensibilité sur 3 technologies différentes de PACMEP haute température et ça a demandé également beaucoup d'essais préliminaires puisqu'on ne maîtrisait pas la technologie à l'époque. Nous allons présenter donc brièvement le modèle qui a été utilisé. Donc, il y a un modèle à une dimension, quasi-statique et électrode non dissociée. Donc, nous cherchons à modéliser la tension quasi-statique, donc qui est représentée ici dans un diagramme tension-courant, donc qui représente une courbe de polarisation d'une pile à combustible. On cherche à modéliser cette courbe en partant de la tension dite réversible, qui est la tension idéale que devrait fournir le composant, quel que soit le courant, et on vient soustraire différentes pertes pour obtenir la courbe réelle. Nous avons choisi de modéliser 3 pertes ici, les pertes d'activation, qui a une forme typiquement comme cela, que nous avons modélisé par cette loi, qui fait apparaître 2 paramètres ici en rouge, alpha, le coefficient de transfert de charge électronique, et J0, la densité de courant d'échange à l'équilibre thermodynamique. Donc, ces 2 paramètres sont à déterminer en cherchant à ajuster le modèle aux conditions expérimentales, aux données expérimentales, grâce à un algorithme d'optimisation. Donc, c'est ce que l'on appelle faire de l'identification paramétrique. Les autres paramètres en noir, eux, sont connus, ce sont des constantes. Ensuite, nous avons les pertes par diffusion qui ont typiquement cette forme-là, que nous avons modélisé par cette loi, avec 2 paramètres, bêta, le facteur de diffusion empirique, et J', la densité de courant limite de diffusion. Et ensuite, nous avons modélisé les pertes ohmiques qui, elles, sont estimées expérimentalement par la spectroscopie d'impédance électrochimique, qui nous permet d'estimer la résistance ohmique de la cellule, qui correspond à l'impédance de la pile à partie imaginaire nulle à haute fréquence, représentée ici dans un diagramme de Nyquist. Donc, ces pertes sont donc linéaires en fonction du courant. Donc, ce modèle nous a permis d'obtenir souvent de très bons résultats sur la technologie basse température car il possède suffisamment de degrés de liberté. Et l'inconvénient d'avoir beaucoup de degrés de liberté, c'est qu'on a un problème qui est multimodal, c'est-à-dire que pour plusieurs combinaisons des paramètres, on peut avoir en fait la même réponse en tension, ce qui pose des problèmes ensuite pour interpréter les paramètres et pour avoir une cohérence donc, des paramètres. Donc, pour essayer d'obtenir plus de cohérence, donc, nous avons testé notre modèle, notre pile à combustible dans différentes conditions opératoires, afin de solliciter différemment les phénomènes sous-jacents à chaque perte pour essayer de mieux les modéliser. Et pour aller plus loin vers la séparation des paramètres et pour avoir plus de cohérence, nous avons fait une hypothèse très forte. Nous avons supposé que alpha et bêta étaient indépendants des conditions opératoires, enfin du moins de la température et de la surstoichiométrie d'air, dans la plage de variation étudiée. Et ceci va nous permettre, par exemple, si on fait varier la température, ici qu'on obtient la courbe rouge, eh bien, étant donné que alpha est commun aux 2 courbes, puisqu'on l'a considéré constant, indépendant des conditions opératoires, mais c'est surtout J0 qui va prendre en compte l'écart entre les 2 courbes, et donc il va prendre en compte l'impact des conditions opératoires à faible densité de courant. Et de la même façon, c'est surtout J' qui va prendre en compte l'impact des changements de conditions opératoires à fort courant, puisque bêta est commun aux 2 courbes. Donc maintenant, si nous regardons l'impact des conditions opératoires sur quelques courbes réelles, donc ici on a 3 courbes de polarisation qui sont représentées à 140 degrés, 160 et 180 degrés. Donc, on voit une forte augmentation des performances entre 140 et 160 et moins entre 160 et 180 degrés. Donc, ce qui est assez logique par rapport à ce que l'on peut trouver dans la littérature, puisque 160 degrés est considéré comme la température nominale, ce qui correspondrait à une sorte de compromis entre performance élevée et minimisation des dégradations, puisqu'on sait qu'à 180 degrés, on va dégrader davantage parce que les réactions parasites vont être accélérées. Maintenant, qu'en est-il de la surstoichiométrie d'air, donc notez lambda R ici? De la même façon, donc, on a une plus forte augmentation entre les 2 valeurs minimales et beaucoup moins entre les 2 valeurs maximales, et voire même une sorte d'effet de stagnation, de saturation ici.
entre lambda R de 2 et de 5 à une densité de courant inférieure à 0,6 par cm². Maintenant, si nous regardons l'impact sur stoichiométrie d'hydrogène, cette fois, nous avons 9 courbes qui sont représentées ici. Donc, pour chaque température, cette fois, nous avons 3 courbes ici qui correspondent chacune à une stoichiométrie d'hydrogène. Donc, on voit beaucoup moins d'impact que les conditions précédentes, la température et lambda R, et cet impact est même de l'ordre de l'incertitude de mesure. Donc, si nous revenons à notre modèle, donc nous avons nos conditions opératoires donc, qui sont rappelées ici, dans notre étude de sensibilité, l'équation du modèle qui est rappelée ici. Pour rappel, nous avons fait une hypothèse donc, assez forte sur le fait que alpha et bêta étaient constants en fonction des conditions opératoires. Donc, cela revient en fait à mutualiser alpha et bêta pour toutes les courbes, donc pour toutes les V de I, les courbes de polarisation. Ce qui fait que pour les 27 courbes à modéliser, on va avoir un seul alpha et un seul bêta, alors qu'on va avoir 27 J0 et 27 J', ce qui nous fait un total de 56 paramètres à identifier. C'est ce que nous allons appeler notre modélisation de référence et nous allons comparer les autres modélisations à celle-ci. Ensuite, nous avons fait une seconde hypothèse. Nous avons supposé que J0 et J' étaient indépendants de la température et du lambda R, étaient dépendants de la température et du lambda R, mais indépendants du lambda H2, ça veut dire en fait qu'on vient négliger l'impact du lambda H2 par rapport à l'impact de la température et du lambda R, étant donné ce que nous avons observé précédemment sur les courbes expérimentales. Et ceci va nous permettre de développer des lois de variation de J0 en fonction de la température et du lambda R, et de la même façon pour J'. Nous allons voir brièvement comment nous avons obtenu donc, ces lois de J0 et J', commençant par J0. Donc, notre point de départ a été cette relation qui est très répandue dans la littérature pile à combustible, quelle que soit la technologie. Relation qui fait apparaître ici la pression d'oxygène au niveau des sites réactifs. Et nous avons tout simplement posé que cette pression pouvait être estimée en quelque sorte par la pression au niveau des canaux, qui elle est connue, via la stoichiométrie d'air et un coefficient empirique à déterminer. Et donc, lorsqu'on substitue cette relation dans la première, nous obtenons ceci avec 4 paramètres ici à identifier. Donc, I0, REF, qui serait le courant d'échange à l'équilibre de référence, donc indépendant des conditions opératoires. Un coefficient empirique ici, une puissance ici, gamma, qui est l'ordre de la réaction, et EA, l'énergie d'activation de la réaction. Maintenant, pour ce qui est de J', donc nous sommes partis de la définition de J' dans notre modèle initial, qui dépend de la concentration d'oxygène dans les canaux et d'un coefficient de diffusion effective d'oxygène. Donc, nous avons trouvé différentes relations empiriques de ce coefficient à la littérature, et notamment certaines relations qui font dépendre le coefficient à la température par une puissance ici empirique. C'est ce qui nous a permis d'obtenir de bons résultats. Et nous avons également pris en compte la dépendance au lambda R par une relation empirique en logarithme. Nous avons testé différentes fonctions et c'est vraiment la fonction logarithme qui nous a donné les meilleurs résultats. Donc, si on substitue ces deux relations dans la première, nous obtenons ceci avec 3 paramètres à identifier cette fois, un coefficient de diffusion effective d'oxygène indépendant des conditions opératoires et ensuite une puissance ici empirique et un coefficient empirique sigma dans le logarithme du lambda R. Juste un petit commentaire sur la signification de ce coef lambda R ici qui apparaît dans J0. Donc, pourquoi ne pas l'avoir fixé à lambda RF? Parce que dans un premier temps, nous avons souhaité le laisser libre et nous avons vite constaté qu'en fait, on pouvait le fixer à une valeur exactement comme nous avons fait pour lambda RF, ce qui permet de référencer le lambda R, comme c'est fait ici pour la température. Et nous ne sommes pas partis de là pour J', puisque dans le logarithme, il nous fallait absolument garantir que ceci soit supérieur à 1, donc on a préféré mettre d'abord un coefficient devant le lambda R. Donc si on rappelle notre modèle global qui est présenté ici avec les différentes pertes, et bien cette fois, J0 et J' dépendent de certaines expressions, ce qui nous fait un total de 9 paramètres à identifier, et ce, quel que soit le nombre de courbes. C'est-à-dire que nous ayons une courbe ou 100 courbes, nous aurons toujours 9 paramètres à identifier, contre 56 paramètres pour le modèle de référence lorsqu'il était utilisé sur les 27 courbes. Ce qui nous fait 6 fois moins de paramètres sur les 27 courbes. C'est Sylvain qui est en train de faire la précision. Si nous regardons la précision obtenue sur différentes courbes expérimentales, donc on va la regarder uniquement sur quelques courbes. Donc ici, le cas typique de la meilleure précision obtenue. Nous avons 3 courbes ici qui sont représentées, qui sont relativement confondues à cette échelle, avec la courbe expérimentale, le modèle de référence et le modèle final, où ici, l'erreur est inférieure à 0,4% en moyenne le long de la courbe, et au maximum, elle est de 1%.
Maintenant, si on regarde un cas typique du pire cas, on est de l'ordre de 2,4% avec le modèle final qui, lui, s'écarte des données expérimentales par rapport au modèle de référence, avec une erreur maximale ici à fort courant de 15%. Donc, on voit que l'erreur, par contre, diminue si on diminue la densité de courant. Donc, ensuite, tout dépend de l'application du modèle et de l'application de la pile à combustible. Si elle n'est pas vouée à aller à une densité de courant élevée, le modèle en devient d'autant plus intéressant. Si on regarde maintenant la précision obtenue sur les 27 courbes, donc en moyenne, on a une erreur globale de 0,7% avec le modèle de référence, alors qu'elle est de 1,4% avec le modèle final. Donc, on est 2 fois moins précis, et par contre, on a utilisé 6 fois moins de paramètres. Et on a un temps de calcul qui serait 10 fois plus court, en tout cas le temps nécessaire à l'identification paramétrique. Donc, ceci est dû au fait qu'on a moins de paramètres identifiés et qu'on ait une formulation littérale relativement simple. Et de plus, le fait que nous ayons moins de paramètres, c'est important, mais on peut aussi donc, maintenant prédire le comportement de la pile à combustible dans des conditions opératoires qui n'ont pas été testées. Donc, pour essayer de tester cette capacité de prédiction, nous allons utiliser la théorie des plans d'expérience afin de diminuer artificiellement le domaine d'apprentissage pour voir si on est capable ensuite de modéliser les autres courbes qui en fait sont connues. Donc pour cela, nous allons utiliser la théorie des plans d'expérience où notre étude de sensibilité s'apparente à un plan factoriel complet dans la théorie des plans d'expérience avec 3 facteurs qui ont chacun varié sur 3 niveaux, le niveau -1, le niveau 0 et le niveau +1. Donc nous pouvons représenter ce plan d'expérience en 3 dimensions puisque nous avons 3 paramètres et chaque point bleu ici représente donc une combinaison des conditions opératoires. Nous avons un total donc de 27 combinaisons. Et il se trouve que la théorie des plans d'expérience nous donne des clés pour diminuer le nombre d'essais effectués tout en espérant obtenir une réponse du système relativement fiable. Et nous avons utilisé notamment le plan factoriel fractionnaire en carré latin qui utilise uniquement 9 points sur les 27 initiaux, donc qui sont représentés en rouge ici. Donc, nous allons considérer donc, ces 9 points comme notre domaine d'apprentissage sur lequel nous allons paramétrer notre modèle. Et ensuite, les 18 points restants, donc en bleu ici sur le schéma, représentent le domaine à prédire. Nous allons faire une identification paramétrique sur le domaine d'apprentissage qui nous permet de paramétrer notre modèle. Et une fois paramétré, on va pouvoir modéliser les courbes restantes. Et donc, ici, on représente donc les courbes modélisées en vert sur le schéma. Et donc, notre domaine à prédire va devenir notre domaine modélisé. Si on fait bien sûr le total du domaine modélisé plus le domaine d'apprentissage, on retrouve bien notre domaine complet. Et donc, on va pouvoir calculer la précision du modèle sur le domaine complet alors qu'il a été paramétré uniquement sur 9 courbes. Donc, pour rappel, la précision qui avait été obtenue tout à l'heure sur le domaine complet était de 1,42%, alors qu'elle est maintenant de 1,46%. Donc, on a une perte de précision qui est de 2,8%, alors qu'on a utilisé 3 fois moins de courbes. Donc, c'est tout à fait encourageant. Et ça peut être tout à fait intéressant pour l'industriel, par exemple, qui chercherait à minimiser les essais, puisque c'est un coût. Ici, on utilise 3 fois moins de courbes et on a une précision qui est relativement proche. Cependant, l'erreur maximale donc, pour une courbe donnée a beaucoup augmenté. On était de 18% avec le domaine complet, maintenant on est à 30%. Cependant, il s'agissait ici d'une courbe où on avait obtenu vraiment des performances anormalement faibles par rapport à la veille et par rapport au lendemain. Donc, on suppose que c'était vraiment une sorte d'anomalie. On ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais les performances étaient relativement faibles. Si on regarde maintenant la pire précision, la deuxième pire précision obtenue, disons, sur la deuxième pire courbe, nous obtenons donc une précision de 15% lorsqu'on avait modélisé sur le domaine complet et on est maintenant à 7,5% lorsqu'on a modélisé sur 9 courbes. Donc, c'est représenté ici, c'est la courbe en violet ici. Donc, ici, il se trouve qu'on a eu de la chance. Le fait d'avoir utilisé moins de courbes, ça a fait qu'on a obtenu une meilleure précision sur celle-là, mais ça ne prouve rien. C'est vraiment de la chance ici sur cette courbe-là, on a eu une meilleure précision. Mais tout de même, c'est tout à fait encourageant. Encore une fois, on a utilisé 3 fois moins de courbes avec une précision qui est relativement semblable. Donc, pour conclure sur la modélisation, donc nous avons pu transposer directement le modèle développé en basse température sur la haute température, ce qui n'était pas du tout trivial d'après la littérature. Nous avons développé donc une méthode d'identification paramétrique multicourbe qui semble fonctionner de manière satisfaisante. Et nous avons pu augmenter la dépendance du modèle aux conditions opératoires, notamment la température et la stoichiométrie d'air. Et nous avons obtenu donc un modèle avec une formulation littérale, ce qui rend les calculs relativement rapides. Et ensuite, nous avons pu tester la capacité de prédiction du modèle, des performances dans des conditions opératoires non testées, et nous avons eu des résultats encourageants sur la réduction possible du domaine d'apprentissage, tout en permettant d'obtenir une précision intéressante. Nous allons maintenant nous concentrer sur la partie vieillissement. Donc, nous allons nous concentrer principalement sur le vieillissement monocellule à courant constant.
Mais globalement, nos études de vieillissement avaient plusieurs objectifs, notamment le fait d'étudier le vieillissement en monocellulaire à courant constant, mais également on souhaitait donc valider notre méthode multicourbe, mais cette fois sur les courbes obtenues en vieillissement. Et on souhaitait comparer le vieillissement des monocellules avec le vieillissement d'un empilement multicellule, donc un stack en anglais. Donc nous allons aujourd'hui nous concentrer surtout sur la partie monocellule et nous discuterons très brièvement à la fin de l'empilement multicellule. Donc pour ce qui est des moyens d'essai, nous avons utilisé donc un boîtier de test de chez BASF avec des cellules Advent, donc, que l'on va appeler assemblage membrane électrode par la suite, donc de 45 cm². Le banc d'essai utilisé était celui-ci, qui est un banc d'essai qui nous avait été cédé par la société Elion, anciennement Areva Stockage d'énergie. Banc d'essai qui était initialement prévu pour le test de cellules basse température, et donc il a été adapté pour la haute température grâce à Olivier Rallière du laboratoire Laplace. Et ces essais ont été effectués donc par moi et par Wojciech Rodzinski, qui était stagiaire et qui est maintenant doctorant au laboratoire. Donc pour ce qui est des objectifs donc, de cette campagne d'essai en monocellule, eh bien, le but était d'obtenir un taux de dégradation en microvolts par heure en fonction du courant de vieillissement constant. Donc on espérait obtenir une courbe comme ceci, c'est-à-dire avec une densité de courant optimale qui minimiserait la dégradation. Donc on espérait obtenir une sorte de courbe en U ou en V, d'après la littérature. Et de plus, il a été constaté très peu d'essais dans la littérature qui exploraient des densités de courant supérieures à 0,2 par cm², qui est la densité de courant nominale. Et dans ces quelques rares essais, je crois qu'il y en avait un de mémoire, les taux de dégradation étaient plus faibles lorsqu'on augmentait le courant, ce qui était tout à fait encourageant, qui méritait d'être investigué davantage. Et de plus, nous avons trouvé très peu d'essais de vieillissement globalement dans la littérature haute température comparé à la basse température, ce qui nous a également encouragé à aller tester différents courants. Nous avons testé donc 6 courants différents avec 6 assemblages membrane électrode de 1 A/cm² à 0 A/cm². Tous ces AME étaient du même lot de fabrication, parce que je rappelle, c'est des AME commerciaux, sauf la ME0 qui était d'un lot de fabrication différent. Tous les AME ont vieilli environ 550 heures, sauf la ME0 qui a vieilli seulement 90 heures. Et nous avons suivi régulièrement l'état de santé de nos AME toutes les 65 à 90 heures en effectuant des périodes de caractérisation qui comportaient des courbes de polarisation avec des spectroscopies d'épédance, des voltammétries cycliques et même encore d'autres caractérisations. Et à chaque fois, cela prenait une demi-journée pour effectuer ces caractérisations, ce qui donne un temps non négligeable sur la durée globale de vieillissement. Donc, regardons maintenant la tension au cours du temps pour ces différentes cellules. Donc, on reconnaît donc, directement le niveau de tension qui correspond à chaque densité de courant. Et ici, les amas de couleurs là, représentent les périodes de caractérisation. Donc, si on vient les supprimer du graphe pour essayer d'avoir plus de clarté, on obtient ce type de graphe où il nous est encore difficile de comparer différentes AME, c'est-à-dire de savoir quelle AME c'est le plus dégradée par rapport à une autre. Donc, nous allons représenter la tension relative par rapport à la tension initiale, c'est-à-dire que pour chaque instant, nous allons diviser la tension des AME par leur tension au début du vieillissement, donc à l'instant initial. Ceci nous donne ce type de graphe de la tension relative en fonction du temps, où on peut voir donc en un coup d'œil que l'AME à 1 A/cm² semble être l'AME la plus dégradée, en rouge ici, et l'AME à 0,2 A/cm² en cyan ici semble être l'AME qui s'est le moins dégradée. Donc ceci semble cohérent avec la littérature, puisque 0,2 A/cm², encore une fois, c'est le courant nominal de la technologie, donc on s'attend à avoir moins de dégradation. On remarque également une chute de tension importante après les périodes de caractérisation, donc qui est quasi systématique sur tous les essais. Donc il faut garder en tête que nos caractérisations ont peut-être été dégradantes, on y reviendra par la suite. Et ensuite, on voit qu'il est difficile de conclure sur l'essai à la tension à vide ici. Lorsqu'on regarde juste la tension à vide au cours du temps, c'est difficile de savoir si la ME s'est davantage dégradée que les autres. C'est pourquoi nous avons décidé donc de calculer des taux de dégradation afin de pouvoir comparer les différents essais qui ont été effectués dans des conditions opératoires différentes. Donc, premièrement, nous avons calculé le taux de dégradation durant la période d'endurance, qui est donc le plus répandu dans la littérature, où on vient mesurer la tension initiale à l'instant initial T0, la tension finale à l'instant final, et on peut calculer ainsi un taux de dégradation en microvolts par heure. Et on peut faire la même chose, cette fois avec les courbes de polarisation, donc en considérant que la première courbe de polarisation s'est effectuée à T0, la dernière à T final, et on peut calculer ainsi un taux de dégradation à différentes densités de courant, ici pour une densité de courant J', et ici pour une densité de courant J'' par exemple, et on peut faire ça pour différentes densités de courant de la courbe de polarisation. Donc on obtient tout un jeu de taux de dégradation. Si on vient regarder maintenant les résultats obtenus avec ces taux de dégradation, donc premièrement,
avec le taux de dégradation obtenu en endurance, qui sont représentés sur ce graphe-là. Donc, on a le taux de dégradation en microvolts par heure en fonction du courant de vieillissement. Donc, pour rappel, si c'est en fonction du courant de vieillissement, en fait, ça correspond ici, en abscisse, ça correspond directement aux AME. Ici, à 0,2 ampères cm², ça correspond à l'essai AME 0,2. Et donc, on peut retrouver les résultats que nous avions observés sur le graphe précédent, où c'est bien l'AME à 0,2 ampères cm² qui semble être le moins dégradé, et l'AME à 1 ampère cm² qui semble être le plus dégradé. Pour les autres AME, on a une dégradation qui semble relativement similaire à l'échelle représentée ici. Et on semble retrouver donc une sorte de forme en U, enfin, du moins, on ne semble pas avoir une forme en V, disons. Et maintenant, si on regarde le taux de dégradation obtenu durant les courbes de polarisation, ici, on a représenté le taux de dégradation au courant maximal des courbes de polarisation. Donc, encore une fois, en comparant la dernière et la première courbe de polarisation. On a fait ça donc pour chaque AME. Et si maintenant, on fait ça pour différents courants de la courbe de polarisation, on obtient tout un faisceau de courbes. C'est un graphe qui n'est pas facile à lire sans une certaine pratique, mais on peut voir comme ça, d'un coup d'œil, une sorte de forme en W cette fois, puisque nous avons fait apparaître ici l'AME 0, qui n'avait pas été possible de faire apparaître avec le taux de dégradation d'endurance. Et on voit qu'en fait, cet AME 0, c'est beaucoup plus dégradé que l'AME à 1 ampère cm², alors qu'il a vieilli que 90 heures contre plus de 550 heures pour l'AME 1. Ensuite, on voit que l'AME à 0,6 ampères cm² semble être le moins dégradé et de loin, alors que c'est un courant qui est 3 fois supérieur au courant nominal de 0,2 ampères cm². Résultat extrêmement surprenant. Cependant, pour nuancer, on précise que les essais ici effectués sont relativement courts, donc inférieurs à 600 heures, alors qu'on sait que la durée de vie en monocellule est de l'ordre de 40 000 heures à 0,2 ampères cm². Cependant, ce résultat reste quand même surprenant et mériterait d'être investigué davantage. Et ensuite, nous avons pu montrer que tout de même, notre taux de dégradation obtenu durant des courbes de polarisation semble être plus à même de comparer les AME, puisqu'il permet de les comparer à un courant identique, alors qu'ils ont vieilli à des courants différents. Ensuite, si on se permet donc un petit coup d'œil sur ce graphe difficile à lire, on peut voir tout de même brièvement que le taux de dégradation augmente ici, plus le courant de la courbe de polarisation augmente. Donc, ça sous-entendrait que c'est plutôt les paires par diffusion qui aura augmenté durant les essais. Donc, on reviendra sur ça juste après. Ensuite, maintenant, si on vient comparer les résultats obtenus avec la littérature, eh bien, dans la littérature, on trouve uniquement le taux de dégradation en endurance. Et nous avons obtenu un taux de dégradation en endurance de 25 microvolts par heure à 0,2 ampères cm², alors que dans la littérature, on obtient des taux inférieurs à 10 microvolts par heure, voire même inférieurs à 5 microvolts par heure avec les mêmes AME commerciaux. Donc, nous sommes jusqu'à 5 fois plus dégradants. Donc, encore une fois, on revient sur l'idée que c'est peut-être nos caractérisations qui étaient dégradantes. Donc, pour essayer de le savoir, on va essayer de déterminer quelles sont les dégradations qui ont eu lieu au sein des AME pour savoir si c'est bien lors des périodes de caractérisation qu'on a eu le plus de dégradation. Donc, pour ce faire, nous avons suivi différents indicateurs de l'état de santé uniquement obtenus par mesure électrique. Nous n'avons pas pu faire d'études post-mortem, malheureusement. Donc, nous avons suivi 4 indicateurs, notamment la tension à vide, qui est représentée ici de manière relative par rapport à la tension à vide initiale, donc c'est l'OCV en anglais. Donc, on voit une variation inférieure à 3% pour chaque AME, donc ça ne semble pas mettre en évidence une dégradation significative. Ensuite, nous avons suivi l'évolution de la résistance ohmique, donc qui a été mesurée par spectroscopie d'impédance, comme ça a été présenté précédemment lors de la partie modélisation. Nous avons représenté également cette résistance ohmique de manière relative au cours du temps. Et également, on a une variation qui serait inférieure à 3%, sauf pour l'AME à 1 ampère cm². Ensuite, nous avons essayé de suivre la surface électroactive de catalyseurs, donc qui représente la surface réellement accessible de catalyseurs par les différentes espèces. Nous avons estimé par voltammétrie cyclique, donc voilà un voltammogramme typique de pile à combustible représenté ici. Et pour estimer la SEA, nous calculons l'air ici au-dessus du plateau de courant haut, ici. On a représenté cette SEA de manière relative également en fonction du temps. Et on voit de la même façon une variation qui serait inférieure à 5%, sauf pour la ME1 et la ME0 aussi dans une moindre mesure. Et ensuite, nous avons regardé un dernier indicateur qui est le courant de perméation d'hydrogène, donc dit courant de crossover en anglais, qui a été mesuré également par voltammétrie cyclique. On vient faire la moyenne des deux plateaux haut et bas ici, sur le voltammogramme. Et ici, de la même façon, on a donc un comportement relativement chaotique avec même des courants de crossover qui seraient négatifs. Donc, on a supposé qu'ici, ils étaient trop faibles pour pouvoir être mesurés. Donc, encore une fois, ça ne semble pas mettre en évidence une dégradation majeure. Donc, pour résumer, nos indicateurs semblent avoir des variations relativement faibles, sauf pour les AME1 et AME0 dans une moindre mesure.
Pour ce qui est de la ME1, on pense que c'est peut-être des pertes d'acide qui ont engendré l'augmentation de la résistance omique, peut-être, ou dégradation de la membrane, et la surface active, c'est également relativement dégradé. En ce qui concerne les essais à 0 et 0,6 A/cm², en revanche, nos 4 indicateurs ne semblent pas montrer de dégradation significative, alors que paradoxalement, on a des chutes de performance qui sont très élevées, jusqu'à 5 fois plus grandes que dans la littérature. On a une chute de tension après chaque caractérisation, quasiment, et on a une dégradation qui est fortement visible à forte densité de courant, surtout au-dessus de 0,6 A/cm², comme on l'a mentionné brièvement tout à l'heure. Et donc, c'est peut-être les pertes par diffusion qui auraient augmenté. Donc, pour essayer d'expliquer cette sorte de petit paradoxe sur le fait que nos indicateurs ne voient pas de dégradation significative alors que les chutes de performance sont très grandes, nous avons supposé qu'en fait, la dégradation majeure qui avait eu lieu pendant ces essais-là était la corrosion du carbone des électrodes, qui n'est pas identifiée directement par nos indicateurs. Et on sait que cette corrosion du carbone entraîne une perte d'hydrophobicité des électrodes, c'est-à-dire que ça va modifier les propriétés surfaciques du carbone. Et donc, les électrodes vont se gorger d'acide via l'acide qui est dilué dans l'eau. Et cet acide va venir ensuite gêner la diffusion des gaz dans les électrodes et donc augmenter les pertes par diffusion. Donc, ce qui rejoint notre hypothèse que c'est peut-être les pertes par diffusion qui ont augmenté. Et de plus, on sait que la corrosion du carbone est surtout significative à haut potentiel. Et c'est durant les périodes de caractérisation que nous avons exploré les hauts potentiels. Donc, ça rejoint également notre hypothèse que c'est peut-être nos caractérisations qui étaient dégradantes. Donc, pour essayer d'aller plus loin dans cette hypothèse, nous avons fait un nouvel essai à 0,2 A/cm², mais cette fois avec des caractérisations qui étaient limitées en dessous de 0,7 volts. C'est-à-dire qu'on s'interdisait d'aller à un potentiel au-dessus de 0,7 volts, même pendant les caractérisations. Nous avons baptisé cet essai 0,2 ampères étoile. Et ici, on a représenté dans un graphe les courbes de polarisation relatives. Donc, c'est la dernière courbe de polarisation divisée par la première obtenue pour les deux essais. Donc, l'essai à 0,2 A/cm² précédent, donc avec les caractérisations normales, disons, et le nouvel essai avec les caractérisations tronquées. Donc, on voit que le nouvel essai, c'est beaucoup moins dégradé, jusqu'à moins de 30% au courant maximum. Donc, ceci ne prouve pas, bien sûr, que c'est bien la corrosion qui a eu lieu, mais en tout cas, ça conforte nos hypothèses et ça conforte le fait que nos caractérisations ont été fortement dégradantes. Donc, pour conclure sur ces essais de vieillissement, donc nous avons fait des essais en monocellule à différents courants constants. Nous avons un résultat relativement surprenant qui est que la densité de courant 0,6 A/cm² semble être la moins dégradante, alors qu'elle est 3 fois supérieure au courant nominal. Et nous avons pu montrer que notre taux de dégradation obtenu durant les courbes de polarisation semble tout à fait pertinent pour comparer des essais qui ont été effectués dans des conditions différentes, puisqu'on peut les comparer ainsi à un courant identique. En ce qui concerne le vieillissement en empilement multicellule, donc en stack en anglais, on va en parler très brièvement ici. Parce que nous avons fait une campagne que je qualifierais vraiment une campagne d'ouverture vers l'empilement, parce que nous avions la chance, via notre partenaire Safran, de pouvoir disposer d'un prototype de 5 cellules. Et nous avons obtenu des taux de dégradation de 1,7 à 3,7 fois plus élevés qu'en monocellule. Donc sûrement à cause de l'effet empilement, disons. Cependant, ces résultats sont tout de même difficiles à interpréter parce qu'on avait des difficultés à maîtriser la température au sein de l'empilement. Donc, on a sûrement atteint des températures qui étaient dégradantes pour les cellules. Encore une fois, il s'agissait vraiment d'une étude très prospective parce que nous avions la chance de disposer d'un empilement et ça nous semblait tout naturel d'aller vers l'empilement après nos essais monocellules. Donc, pour conclure sur cette présentation et sur ces travaux, donc l'objectif principal, encore une fois, de cette thèse était à la fois très humble et très ambitieux. Encore une fois, il s'agissait d'étudier cette technologie autant à l'état 5 en vieillissement, car elle était inconnue du laboratoire, et puisque nous avions constaté que dans la littérature, il y avait beaucoup de lacunes par rapport à la technologie basse température. Nous avons fait de nombreux essais, notamment des études de sensibilité, que nous avons cherché à modéliser. Et à l'avenir, on pense qu'il serait intéressant de réitérer ces études de sensibilité pour voir s'il y a une certaine reproductibilité des résultats. Et on aimerait chercher à minimiser les dégradations de l'AME, puisqu'ici, je ne l'ai pas précisé, mais les AME se sont dégradées. Et donc, c'est toute la difficulté, bien sûr, de caractériser sans dégrader les AME. Ensuite, on aimerait effectuer une étude de sensibilité réduite pour essayer de valider les résultats qui ont été obtenus en modélisation lorsqu'on cherchait à réduire le domaine d'apprentissage. Et ensuite, on aimerait bien extrapoler cette méthode d'identification multicourbe à un modèle dynamique pour modéliser avec un seul jeu de paramètres, par exemple les courbes de polarisation, les spectres d'impédance et pourquoi pas les balayages sinusoïdaux de courant de forte amplitude qui n'ont pas été présentés ici. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect vieillissement, nous avons fait des essais à courant constant en monocellule, un essai très prospectif en empilement multicellule.
On aimerait également donc réitérer ces campagnes afin d'espérer avoir une certaine reproductibilité. Pourquoi pas en minimisant, voire en supprimant les caractérisations pour essayer de se rapprocher des taux de dégradation de la littérature. Et on aimerait explorer d'autres densités de courant, comme par exemple densité de courant supérieure à 0,6 par cm². Pourquoi pas entre 0,6 et 1, puisqu'on n'a pas fait dans ces travaux. On aimerait tester des empilements multicellules avec davantage de cellules pour augmenter l'effet empilement. Et on aimerait bien sûr essayer de conforter notre hypothèse de corrosion du carbone. Et pourquoi pas en cherchant un indicateur de cette corrosion en temps réel. Et notamment, il y a eu des résultats assez prometteurs dans la thèse de Maël Durand qui est en cours avec Safran, dans le cadre du projet PIPA, où le doctorant a mis en place un capteur de CO2 en sortie cathodique et qui permet de mesurer la concentration de CO2 dans les gaz de sortie. Et ça semble être une technique assez prometteuse pour essayer d'identifier quelles sont les périodes de la vie où on a le plus de corrosion du carbone. Donc, fort de tous nos essais, de tous ces travaux, nous avons mis en évidence quelques avantages et inconvénients qui ne sont pas mentionnés, voire pas du tout dans la littérature. Notamment le fait qu'on peut utiliser tout de même des surstoichiométries de gaz relativement faibles, ce qui est tout à fait intéressant dans un système industriel, puisqu'on viendrait minimiser les débits de gaz, ce qui diminuerait le coût d'utilisation. On rappelle ici les différents avantages qui avaient été mentionnés en introduction. Et au niveau des inconvénients, nous avons quand même mis en évidence peut-être a priori donc une sensibilité à la corrosion de carbone importante, donc qui est mentionnée dans la littérature, mais peut-être pas assez, puisque peut-être qu'on se trouve dans le même cas que la pile à acide phosphorique, qui, elle, fonctionne à 200 degrés, et pour laquelle on s'interdit vraiment de fonctionner à des potentiels supérieurs à 0,7 voire 0,75 volts. Donc même durant les démarrages arrêts, on fait en sorte que le potentiel soit maîtrisé en dessous de 0,7 volts. Et donc il est possible que la technologie PACMEP haute température ce soit la même chose. Donc ce serait important quand même de le savoir, d'investiguer ça, parce que si c'est le cas, ça modifie quand même la façon dont on met en œuvre cette technologie et la façon dont on va ensuite la caractériser, puisque c'est difficile de caractériser sans aller explorer les basses densités de courant, par exemple. Ensuite, on rappelle ici les inconvénients qui avaient été mentionnés en introduction, et on va s'attarder un peu sur les performances qui étaient annoncées, je le rappelle, donc 2 fois inférieures à la pile basse température. Cependant, ces performances sont annoncées dans des conditions opératoires différentes, puisque la pile haute température est testée à pression atmosphérique, alors que les performances de la PM basse température sont plutôt annoncées à 1,5 voire 2 bars relatifs. Or, si on compare les deux technologies à une pression proche de 1 atmosphère ou alors 1 bar absolu, on obtient donc par exemple ici sur ce graphe les courbes en rouge qui correspondent à la pile haute température, la courbe en bleu qui correspond à une pile basse température à 1 bar absolu. Et donc on voit que les piles haute température, elles, montrent des performances supérieures au-delà d'une certaine densité de courant. Donc ceci bien sûr ne prouve rien parce qu'on n'est pas dans les mêmes conditions, on n'a pas exactement les mêmes nombres de cellules, les mêmes charges en platine, etc. Mais tout de même, on semble être loin des performances 2 fois inférieures qui sont annoncées. Et donc, si à ça, on rajoute au niveau système le fait qu'il n'y a pas de système d'unification, qu'il y a le système de refroidissement qui est réduit, eh bien, le système haute température semble être tout à fait intéressant pour certaines applications. Et les 2 plus grands verrous qui persistent sont donc plutôt le temps de montée en température, qui semble rédhibitoire pour certaines applications, qui nécessite l'utilisation d'une source d'énergie secondaire pour chauffer la pile, et la durée de vie des plaques bipolaires métalliques qui pose problème dans cet environnement qui est très corrosif à haute température, puisque les plaques bipolaires métalliques, encore une fois, permettent d'obtenir une certaine compacité et une masse intéressante de la pile. Donc, si on ne peut pas les utiliser, c'est quand même rédhibitoire pour la technologie. Mais encore une fois, il suffit des progrès sont attendus pour trouver des revêtements plus stables, voire peut-être des matériaux différents. Donc, je vous remercie de votre attention. Je tiens également à remercier donc, les membres du jury d'avoir accepté cette invitation et je remercie tout particulièrement les 2 rapporteurs, donc les professeurs Yann Buntel et Samir Djemaï, d'avoir accepté de rapporter ce gros manuscrit en un temps très court, donc je vous remercie très sincèrement. Je n'ai pas pu répondre à toutes vos remarques que vous avez mises dans vos rapports durant cette présentation, mais j'espère que la période de questions qui va suivre permettra de vous apporter des éléments. Voilà, je vous remercie.